sur table. Une émission proposée par Hype FM. Le 2 juin 2016, le Bundestag allemand a reconnu à la quasi-unanimité le génocide arménien et la co-responsabilité de l'Allemagne dans ce génocide. Le journaliste d'investigation allemand Jürgen Gottschlich, qui connaît très bien la Turquie et qui a vécu de longues années, a mis en lumière le rôle du Deuxième Reich dans cette entreprise génocidaire avec un livre intitulé « Complicité de génocide, le rôle de l'Allemagne dans l'anéantissement des Arméniens », publié la première fois en allemand en février 2015 et plus récemment dans sa version française aux éditions BKF. C'est avec le traducteur de ce livre hautement intéressant, Georges Barler, que nous nous interrogerons sur les raisons réelles de cette politique allemande dans l'Empire ottoman à cette époque, sur les hommes qui ont influencé cette politique et surtout comment se détermine, sur quels faits, sur quelles preuves la complicité allemande dans l'anéantissement des Arméniens, pour reprendre le sous-titre de ce livre. Georges Barler, merci d'être avec nous ce matin dans Hype FM pour parler de la complicité du génocide et de ce livre qui est vraiment très très intéressant, instructif, car il nous apporte des éléments pour certains d'entre nous nouveaux, non seulement sur le rôle de l'Allemagne, et là on va en parler beaucoup parce que c'est l'essentiel de ce livre, mais également sur des choses qui nous intéressent autrement, c'est-à-dire la région de Maraş, de Zeytoun, la région d'Ani dont donc l'auteur nous parle, qu'il présente à sa manière, quand je dis à sa manière, d'une manière très intéressante, originale, et qui évoque l'appartenance de ces territoires, de ces régions, à un peuple qui a vécu pendant 3000 ans sur ces terres et qui a été décidé un jour qu'il devait être anéanti, avec justement la complicité de l'Allemagne. Alors, vous l'avez rencontré, Jürgen Gottschlich. Qu'est-ce qui l'a poussé, parce que c'était un peu rare il y a quelques années de voir des Allemands s'intéresser à la question du génocide arménien. Qu'est-ce qui l'a poussé à aller dans ce sens-là? Eh bien, ce sont des discussions avec des intellectuels turcs à Istanbul, après l'assassinat de Hrant Dink. Il réside certainement encore à Istanbul, et après l'assassinat de Hrant Dink, il s'est trouvé dans des discussions avec des intellectuels turcs qui ont évoqué la question de la disparition des Arméniens, puisque Hrant Dink en fait est mort pour justement avoir remis la question de la disparition des Arméniens en Turquie sur le tapis, si l'on peut dire, et que cette question qu'ils voulaient aborder, qui était tabou et qui reste d'ailleurs encore tabou en Turquie, ils ont abordé cette question, et un des intellectuels, qu'il ne cite pas, lui dit, parce que s'il y a eu un génocide, ce que je ne crois pas, l'Allemagne y a pris une grande part. Et cette phrase intrigue énormément Jürgen Gottschlich, qui dit quoi, l'Allemagne, déjà l'Allemagne, qu'est-ce que nous avons à voir là, dans cette affaire? Et il est tellement intrigué qu'il veut creuser le sujet et savoir en quoi l'Allemagne pouvait être impliquée dans le génocide, enfin dans la disparition des Arméniens de Turquie. Et c'est là qu'il commence Mais pour lui, c'était déjà un génocide, ou il n'avait pas la connaissance suffisante? Il n'avait pas la connaissance suffisante sur le sujet. Pour lui, il savait qu'il y avait eu des Arméniens en Turquie, qu'il n'y en avait plus beaucoup, mais le sujet ne lui était pas vraiment connu. Et c'est cette interpellation d'un intellectuel turc qui l'amène à investiguer sur le sujet. Alors il se rend compte aussi que
beaucoup de Turcs, dits intellectuels de la société civile, des démocrates, pourraient évoquer cette question, mais qu'il y a unanimité sur la non-reconnaissance des faits réels, c'est-à-dire de l'appellation génocide. Le mot génocide est totalement tabou et on parle des événements. On parle des événements qui ont eu lieu en 1915-1916, mais sans y mettre d'autres qualificatifs. Et c'est ce qui le conduit et lui, comme il est allemand, c'est un Berlinois, c'est ce qui le conduit à vouloir investiguer sur ce sujet et à se rendre aux archives militaires allemandes qui sont à Fribourg-en-Brisgau, de l'autre côté de la frontière française par rapport à l'Alsace, et à Munich, et des archives qui sont maintenant ouvertes, que personne ou presque n'était jamais allé voir. Les documents du ministère des Affaires étrangères avaient été largement investigués par un journaliste qui s'appelle Wolfgang Gust, qui avait découvert, par rapport à une historienne allemande qui s'appelle Tessa Hoffmann, qui avait découvert la question arménienne, et qui, étant lui-même journaliste au Spiegel, donc qui est le premier hebdomadaire allemand, il a commencé à investiguer le sujet, et c'est en 1993 qu'il sort un premier ouvrage sur le génocide des Arméniens, que lui appelle en tant qu'Allemand carrément génocide. Et c'est ensuite en quittant ses fonctions au Spiegel que ce sujet devient son sujet, et qu'il édite en 2004-2005 un ouvrage beaucoup plus complet, toujours reposant sur les documents du ministère des Affaires étrangères. Et l'innovation de Jürgen Gottschild, c'est qu'il commence par étudier les documents, les ouvrages de Wolfgang Gust pour se renseigner, pour être informé du sujet, et que, faisant son travail de journaliste et d'investigation et d'écrivain, il se rend aux archives militaires allemandes à Fribourg, et c'est là qu'il découvre une mine de documents qui lui permettent d'attester le rôle du Deuxième Reich, dirigé par Guillaume II, et des hommes qui entourent Guillaume II. Dont on va parler tout à l'heure, voilà. Mais il va au-delà des archives allemandes, il y a un chapitre sur la Porte Bleue, ce sont les archives militaires en Turquie, oui. Cette pièce très étroite, à peine pour de 6 places, voilà. Où personne ne pénètre, ou très peu, peut-être des spécialistes de l'armée turque, ou en tout cas des chercheurs turcs au service de l'État, et que lui, comment a-t-il pu y accéder? Parce que c'était pas donné à tout le monde. Bon, il est allemand, il a des relations à Istanbul, et il ne dit pas en détail pourquoi, mais il arrive à être reçu dans ce département des archives militaires, pour constater qu'en fait, il demande à voir les documents en langue allemande, puisqu'évidemment, il ne lit pas le turc ancien, qu'on appelle l'Osmanli. Bon. Donc, il demande à voir les documents de langue allemande, donc par rapport à une liste, il fournit une liste, je voudrais voir tel et tel document. On lui demande pourquoi, etc. Et au bout d'une heure, on revient lui dire « On ne peut pas vous donner les documents en langue allemande ». Alors, il se rabat sur quelques documents écrits en osmanli, et qu'il fait traduire ensuite par un spécialiste de la langue ancienne, turque ancienne. Mais ces documents ne contiennent aucune information intéressante. Donc en fait, la plupart des informations importantes qu'il recueille sont dans les archives militaires allemandes d'une part, et ensuite dans les documents d'un diplomate, d'un journaliste qui s'appelle Ernst Jeck, qui doit quitter l'Allemagne à l'avènement d'Hitler en 1933, et qui se réfugie à Boston. Et ce Ernst Jeck, qui a un rôle assez important en tant qu'intermédiaire,
notamment, on va en parler, je pense, plus tard, entre Enver Pacha et Johannes Lepsius, le pasteur qui veut faire quelque chose pour les Arméniens. Donc il sert d'intermédiaire pour que Lepsius soit reçu par Enver Pacha. Et ce Ernst Dieck, qui donc s'est réfugié aux États-Unis, lègue toute sa documentation, toutes ses archives qui sont très importantes à la bibliothèque de l'université dans laquelle il enseigne les relations internationales. Alors d'où une question intéressante qui se pose face aux historiens, c'est non seulement d'aller à la recherche des archives, mais de déterminer où sont les archives qui parlent du génocide arménien de cette période-là, parce que évidemment, vous venez de donner un exemple, les archives peuvent être partout, pas que dans les archives nationales, mais aussi dans des universités, des archives privées de témoins. En tout cas, ce que Jürgen Gottschlich fait d'intéressant, c'est également de montrer que les Allemands étaient déjà présents, pas seulement dans la décision, la mise en place de l'entreprise génocidaire, mais également dans des faits précis. Par exemple, on prend le cas de Zeytoun. Zeytoun, pour nous les Arméniens, c'est une région très connue de résistance arménienne. Zeytoun qui s'appelle désormais Süleymanli. Il y va. L'auteur jusqu'à récemment, il y a quelques années, pour voir ce qu'il en reste de cette région-là. Et là, déjà, les Allemands sont présents, pareil à Maraş, pareil ailleurs, à Antap, je crois. Ils sont présents à torpiller, à bombarder les lieux d'habitation arméniens. C'est ça, oui. M. Gottschlich fait un travail d'investigation vraiment poussé. Zeytoun est le premier endroit où il se rend, puisqu'il en a entendu parler comme premier nid de résistance. Des nids de résistance arméniens, il y en a eu très peu. Il y a eu Zeytoun, il y a eu Urfa. Urfa, oui. Il y a eu le Moussada. Oui. Et puis il y a eu Van, dont on parlera. Et puis il y a eu Van. Il y a eu 4 ou 5 lieux de résistance. Donc non, il y en a eu plus que ça. C'était le Daron, etc. Mais bon, il y a des endroits qui ont été plus symboliques que d'autres. Et Zeytoun devait être érigé en exemple pour ces officiers allemands, pour que les Arméniens se tiennent calmes et tranquilles Et pourquoi ? Alors, toute la question est de savoir pourquoi ces généraux allemands ou les diplomates allemands, qu'on va prendre un par un parce que c'est des personnages clés et très intéressants, pourquoi ils avaient cette politique d'aider la Turquie dans cette entreprise ? Parce que Guillaume II, qui n'a pas réussi à briser l'alliance entre la France et la Russie, donc la France et la Russie étaient alliées avec l'Angleterre, c'était ce qu'on appelait l'entente. Mais il a tout fait pour empêcher cette alliance entre la France et la Russie. Il n'y est pas parvenu et il a dit il me faut donc un allié pour garder les détroits et donc et ensuite pour conforter le début d'implantation économique que nous sommes en train de faire, d'une part en équipant l'armée turque avec du matériel allemand à 100%, et ensuite en préservant la construction de cette ligne stratégique de chemin de fer qui est la ligne Berlin-Bagdad. Donc, et ensuite, bien sûr, donc ce sont la Turquie devient donc un allié militaire stratégique qui, au départ, ne veut pas entrer en guerre, puisque le grand vizir, qui est Saïd Halim Pacha, ne veut pas rentrer en guerre. Il se dit on reste neutre ou au maximum on s'allie avec la France, puisque la France est très impliquée économiquement à prêter beaucoup d'argent à la Turquie, qui est, comme on le sait à cette époque-là, l'Empire ottoman plutôt, qui est l'homme malade de l'Europe. Et donc les deux grands pourvoyeurs de moyens économiques
pour éviter la banqueroute de l'Empire ottoman, c'est la France et l'Angleterre. Mais la France est plus impliquée que l'Angleterre encore. Donc, Guillaume II... Déjà, il y a une première expérience dans les années, c'était en 1872, je crois, quand l'Empire ottoman est en sorte en banqueroute et que justement les deux nations, l'Angleterre et la France, qui financent, mais en échange, ils obtiennent des avantages dans ces territoires-là. Ils en profitent de cette banqueroute pour augmenter leur influence sur le sultan et sur l'empire. Et donc l'Allemagne ne veut pas que la même chose se répète et veut intervenir désormais et veut entrer dans le jeu des grands. Voilà. Et donc Guillaume II décide que la Turquie doit absolument rentrer à ses côtés dans la guerre qu'il désire, puisque bien sûr c'est l'Autriche qui déclare la guerre le 1er août 1914 en faisant un ultimatum à la Serbie, mais en fait derrière c'est Guillaume II qui s'empresse de venir au secours de ses frères autrichiens et qui désire cette guerre absolument. Voilà. Contrairement à Bismarck, qui avait, lui, peut-être une politique beaucoup plus défensive, plus tranquille par rapport à ce grand monde. Et donc l'Allemagne voulait, à un moment donné, être parmi les plus grands de ce monde. Et pour cela, cette région-là était importante. Voilà. Et la Turquie était importante pour elle. Il faut dire que les familles régnantes d'Europe, à ce moment-là, sont toutes plus ou moins cousines. La reine Victoria a marié ses enfants et a fait les mariages qui font que la famille régnante allemande est cousine avec la famille anglaise et la famille allemande est également cousine avec la famille régnante avec Nicolas II. La femme de Nicolas II est allemande. Donc, mais le lien de famille n'empêche pas qu'il y a des rivalités très fortes et que Guillaume II, à l'inverse de ce qu'avait fait Bismarck, lui veut un empire à l'image de l'Angleterre. Parce que l'Angleterre tient sa puissance économique du fait de la disposition de ses colonies. L'Allemagne en a très peu et il veut absolument étendre l'influence allemande dans le monde, et pour lui la Turquie est un partenaire idéal parce que l'Empire ottoman va jusqu'aux portes de l'Inde, qui est détenue par l'Angleterre. Et c'est pour ça que son aéropage qui est très fortement, qui donc est influencé par ce désir de Guillaume II, et ensuite toute cette action pour réformer l'armée turque, l'armée ottomane. Alors justement, là, il y a une phase très très importante. C'est l'engagement des armées allemandes auprès des armées ottomanes. Il y a même des accords secrets. Oui. L'Allemagne prend la direction en quelque sorte de l'armée ottomane, avec l'accord des Turcs. C'est ça. Alors pourquoi d'abord, il y a l'étape von der Goltz qui réforme totalement l'armée allemande. Turque. Excusez. Par l'armée ottomane à partir de 1890. Bon, le sultan a demandé à l'Allemagne de l'aider à réformer son armée et on envoie von der Goltz. Von der Goltz évalue la situation, ça l'intéresse, c'est aussi pour lui une façon de prendre du grade. Il apprend très vite le turc pour avoir une influence sur les officiers. Au bout de à peine un an, il crée une école militaire et bien sûr, étant allemand et défenseur des intérêts allemands, il s'aperçoit que l'armée ottomane est équipée de matériel américain. Les fusils, les canons, etc. viennent des États-Unis. Et que c'est un Arménien, un ministre arménien qui s'appelle Ayanian, qui est l'intermédiaire pour le pourvoiement de ces armes. Alors ça l'embête beaucoup.
et il voit immédiatement en Ayanian un ennemi qu'il faut absolument éliminer pour que lui puisse faire venir des fusils Mauser et des canons Krupp. Et c'est ainsi que, à force d'influence, il fait obtenir un premier contrat de 500 000 fusils Mauser qui sont financés par une banque allemande. Donc ça se passe dans les années 1892, 13, 14. Et son influence devient très importante au point que von der Goltz, Colmar von der Goltz, Colmar est son prénom, sera appelé par les Turcs un peu plus tard von der Goltz Pacha. Hein, il est tellement imprégné par la culture turque et il s'introduit tellement. Et ce von der Goltz a évidemment un rôle très important parce que l'influence auprès des officiers turcs, en particulier Enver, oui, qui va devenir Enver Pacha, est primordiale parce que Enver Pacha, donc qui est originaire de Thrace, de Salonique, va réussir à briller par un éclat de révolte par rapport au sultan, et ça va aboutir au renversement. Alors justement, de Abdulhamid. C'est une période très importante, voilà, parce que les amitiés commencent à se former autour de Enver Pacha essentiellement, ouais, pas que. Et puis il y a des gens comme Friedrich Sarr, oui, qui est un islamologue, on va, oui, dire, de l'époque. Oui. Il y a d'autres, de Hans Humann, oui, qui est en lien étroit avec Enver Pacha et qui va faciliter sa tâche dans l'armée. L'aide allemande, justement, financière, des voitures, des bateaux, dont on parlera aussi, et le rôle dans ce qui va devenir la Turquie, ce que va devenir la Turquie plus tard. Donc, on voit que 1908-1909, c'est une période déterminante parce qu'il y a eu cette révolution des jeunes Turcs, il y a eu la contre-révolution à Istanbul, et puis dans les effets ou les conséquences de cette contre-révolution se sont fait ressentir à Adana. Adana, 1908, les massacres, dont donc même beaucoup d'historiens disent que les gens turcs n'en sont pas responsables. Probablement pas. Ils ont peut-être laissé faire pour justement pouvoir frapper cette contre-révolution en montrant qu'ils sont néfastes à la Turquie de demain. Et donc, voilà, les Arméniens, déjà en 1894-96, et notre auteur Jürgen Gottschlich en parle, ils avaient déjà subi des massacres. Deuxième fois en 1908 à Adana. 1909, avril à Adana. Et déjà, c'est la préparation, en quelque sorte, probablement, pas déterminée encore, pas programmée encore, du grand génocide arménien. Alors, il faut savoir qu'après 1909, donc où les jeunes Turcs prennent vraiment le pouvoir, mais dans une idée de modernisation de la Turquie, c'est-à-dire la Turquie qui est un pays multi-ethnique, d'égalité des ethnies. Fraternisation des différentes communautés grecques, arméniennes, assyro-chaldéennes, etc. Et là, il y a un espoir dans les communautés chrétiennes, en disant, ce qu'on voulait, bien sûr, il y a la grosse tâche d'Adana, les 30 000 morts en 4 jours, mais il y a le fait qu'il y a une ouverture. Et bon. Et beaucoup ont considéré Adana comme un accident de parcours. Voilà, accident de parcours. Mais il y a des événements qui contrarient très fortement cette fraternisation. C'est que la Bulgarie proclame son indépendance en 1908. Que la Bosnie et l'Herzégovine sont annexées par l'Autriche, donc quitte l'Empire ottoman, et que les Italiens, qui s'y préparaient depuis longtemps, colonisent la Libye, et également Empire ottoman. Et que donc la Bulgarie et la Serbie s'unissant arrivent à reprendre la Thrace, donc là cette partie du nord de la Grèce,
et Salonique, qui sont les lieux d'origine du triumvirat qui va prendre le pouvoir. C'est Inver, Talat et Djemal sont tous originaires de Salonique. Et cet événement qui fait que... Donc, vous voulez dire que ça les touche pas sur un plan stratégique, mais plutôt affectif? Absolument. Leur territoire de naissance deviennent bulgares, roumains, serbes, etc. Et ça les renverse. Alors, seulement les Bulgares, évidemment, ne savent pas garder cette victoire. Alors justement, Georges Barlery, il y a deux événements sur lesquels je voudrais qu'on s'arrête, qu'on s'attarde et qu'on explique afin de comprendre un peu ce à quoi on est arrivé plus tard. C'est la guerre des Balkans et après on parlera aussi de cette opération très intéressante, très maligne de l'entrée des 2 bateaux allemands dans les eaux turques. Mais d'abord, la guerre des Balkans. Quelle influence ça a pu avoir? Alors, ça a eu une influence absolument déterminante parce que ça a coupé, ça a mis un frein définitif à la fraternisation avec les autres communautés, en se disant bon, la Bulgarie, toute la Yougoslavie, toute l'ancienne Yougoslavie qui était ottomane reprend son autonomie. Et d'un seul coup commence à trotter dans la tête des jeunes Turcs que les Arméniens, soutenus par les Russes, peuvent vouloir la même chose à l'Est. Dans les 6 provinces, dans les 6 vilayets arméniens, et ça commence à les travailler très fort. Et c'est là que naît l'idée qu'il faut qu'on empêche ça. Et donc, c'est l'idée qui naît dans la tête des Turcs ou des Allemands? Qui naît dans la tête des jeunes Turcs, des Turcs. Parce que quelque part dans le livre, justement, Jürgen Gottschilich parle aussi de cela, mais dans l'esprit des Allemands. C'est-à-dire, les Allemands se disent, pour pouvoir aller jusqu'à Bakou, pour le chemin de fer jusqu'à Bagdad, eh bien, quand je parle de Bakou, c'est le pétrole déjà à cette époque-là. Eh bien, les Arméniens, c'est une entité néfaste pour l'accomplissement de ces tâches. Voilà. Les Arméniens les gênent. C'est un frein à leur pénétration. C'est un frein à la pénétration allemande économique dans l'Empire ottoman. Voilà. Donc ça, Colmar, von der Goltz l'a tout de suite vu, et puis d'autres. Et donc les Arméniens les gênent, quoi. Alors, suite aux défaites dans les Balkans, donc on se dit, il faut nettoyer les Arméniens à l'est pour ne pas avoir de perturbations à notre projet. Mais il y a aussi l'histoire dont on parle jamais et qui est très, très intéressante et à découvrir pour beaucoup d'entre nous, l'histoire de ces 2 bateaux. Donc justement, Jürgen Gottschilich, il dit les 2 bateaux les plus importants de l'histoire. Absolument. Donc pourquoi? Les 2 cuirassés allemands construits suivant les dernières techniques et qui sont les bateaux les plus rapides, les plus puissants, comme savent faire les Allemands quand ils se mêlent de technique. Pourquoi ont-ils tant d'importance? Parce que d'abord, Guillaume II, donc qui voit l'Angleterre comme rivale, a décidé avec l'amiral Tirpitz la constitution d'une flotte de guerre importante, qui va beaucoup plus loin que ces 2 bateaux, le Goeben et le Breslau. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu récemment, parce que la chaîne Arte a diffusé avant-hier comment après la défaite allemande en 1918, les Anglais ont réuni les 84 bateaux de la flotte militaire allemande dans les îles Orcades pour les avoir sous la main. Et ces 84 bateaux, donc au lieu de les faire garder par des marins anglais, ils laissent un effectif allemand sur les bateaux, et là, en secret, ils se mettent d'accord, les différents équipes qui tiennent les bateaux, pour couler. Ils coulent les 84 bateaux pour que ça ne tombe pas aux mains des Anglais. Et alors évidemment,
ces deux bateaux, le Goeben et le Breslau, ont une importance stratégique parce que c'est eux qui vont déclencher l'entrée de la Turquie de l'Empire ottoman en guerre aux côtés des Allemands. Comment il faut l'expliquer. Alors l'Empire allemand, donc l'Empire ottoman a commandé 2 bateaux à l'Angleterre, qui est évidemment un grand constructeur de bateaux, 2 cuirassés, et qui sont prêts à livrer. Ils les ont commandés dans les années 1910, quelque chose comme ça. Et ces bateaux sont prêts à livrer. Mais Winston Churchill craint que ces bateaux servent à guerroyer contre la Grèce, qui a toujours été un allié des Anglais. Donc, Winston Churchill en dit et rompt le contrat unilatéralement en disant nous ne pouvons pas vous livrer ces bateaux parce que la guerre vient d'être déclarée, le 1er août 14, et nous avons besoin de ces bateaux pour nos propres besoins. Sachant que la Turquie est neutre, n'est pas entrée en guerre. La Turquie va rentrer en guerre, l'Empire ottoman va rentrer en guerre 4 mois plus tard. Après, ils sont en train d'observer comment ça se passe entre la France et l'Allemagne, qui est le plus fort des deux, pour savoir de quel côté on penche. Donc la Turquie est parfaitement neutre, mais il y a cette rupture de contrat unilatérale, donc au tort de l'Angleterre. Et c'est là que l'attaché de marine Humann, qui a un rôle capital dans l'aide au génocide, voire la participation au déclenchement, quoi. Dit à Enver, c'est pas grave que les Anglais ne vous livrent pas ces 2 bateaux, parce que nous, justement, on en a 2. On en a 2 qui sont en Méditerranée et que nous pouvons mettre à votre disposition. Alors, pourquoi ce titre, les 2 bateaux les plus importants de l'histoire? Parce qu'il faudra juste dire 2 mots. C'est-à-dire que les 2 bateaux, s'ils n'arrivaient pas à ce moment-là, le cours de l'histoire pourrait en être différent. Très, très différent. Parce que ces deux bateaux stationnent en Sicile. À la déclaration de guerre, l'amiral Souchon, puisque l'amiral de la flotte allemande s'appelle Souchon, c'est un nom français, probablement un des descendants des Huguenots français qui sont partis de France en Allemagne après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV. Il faut savoir que la population de Berlin dans les années 1700-1750 était à 25% française. Donc l'amiral Souchon dit si je tombe nez à nez avec la marine anglaise qui est en nombre beaucoup plus importante ou la marine française, on va se battre et je suis en infériorité. Il a un éclair de génie. Il arrive à se réfugier un temps dans les ports autrichiens de la mer Adriatique, mais il y reste pas, sachant qu'il sait qu'il va être chassé, là pourchassé, et il rentre dans les Dardanelles. Mais ça surprend les Alliés parce qu'ils ont l'habitude de voir ces bateaux-là passer par ici et partir ailleurs. Oui. Donc ils ont prévu le même schéma classique qui allait se produire. Et donc les Alliés ne prévoient pas cette fuite vers les Dardanelles. Et donc Souchon se trouve à l'abri dans les Dardanelles. Et là, il y a une manœuvre très importante par l'ambassadeur d'Allemagne, Wangenheim, qui veut pas, qui a le devoir de réserve, qui veut pas pousser le grand vizir Saïd Halim à la guerre. Donc il ne lui propose pas la guerre, mais de connivence avec Humann, il monte un stratagème pour que ces bateaux rentrent dans le Bosphore. Donc il y a 2 choses. Il faut que Enver ait l'accord de Talat et de Cemal pour que ces bateaux deviennent turcs. Qu'il va obtenir. Et qu'il va obtenir. Talat et Cemal ont dit évidemment, pas de problème, nous on est bien d'accord que ces 2 bateaux allemands deviennent turcs. Et ensuite de Wangenheim qui obtient aussi du ministère des Affaires étrangères allemand que on livre ces bateaux. Qu'on les livre, c'est-à-dire qu'on les donne à la Turquie. Qu'on les donne à la Turquie. Qu'on change même leur nom. On change leur nom. Qu'on habille les marins allemands avec le fès. Avec le fès turc, etc. Mais il y a une explication supplémentaire, c'est que en ce faisant, l'Allemagne coupait toutes sortes d'approvisionnements de la part de l'Angleterre et de la France vers la Russie.
Donc, Oui, bien sûr. donc c'est stratégiquement ces bateaux ont leur importance. Absolument. Parce que la même stratégie est appliquée aussi en mer Noire. Voilà. Donc on isole en quelque sorte la Russie de ces grands combats à venir. Ça, c'est le grand but. Et donc, et là, par une mise devant le fait accompli, un vers dit à Souchon, tu rentres en mer Noire et tu attaques les ports russes de Odessa. Alors il lui donne une lettre qui lui dit tu ne la liras pas jusqu'à ce que je t'envoie un message radio. C'est ça. Et à ce moment-là, tu lis le message, tu lis la lettre, et donc dans la lettre c'était une provocation à l'égard de la Russie. En quelque sorte, c'est une déclaration de guerre qui est faite automatiquement. Alors donc c'est une entrée en guerre sans déclaration de guerre. Oui. Voilà. Donc il coule un cuirassé russe qui s'appelle le Prout. Et puis d'autres bateaux, et là, ipso facto, l'Empire ottoman se trouve en guerre aux côtés de l'Allemagne. Alors, vous avez évoqué le nom de Wangenheim. Wangenheim, c'est l'ambassadeur d'Allemagne dans l'Empire ottoman, dont l'ambassadeur américain Morgenthau, le fameux Morgenthau qui a tant protégé ou tenté de protéger les Arméniens, dit de lui qu'il est un homme d'abord très élégant, très puissant, et qui avait des épaules qui pouvaient porter le monde, et des yeux perçants, qui avaient donc un charisme extraordinaire. Cet homme-là pouvait arrêter le génocide arménien, et il l'a pas fait. Il avait tous les pouvoirs parce que l'Empire ottoman étant totalement dépendant financièrement et militairement de l'Allemagne, il avait tous les pouvoirs de faire ça, mais il voulait donc avoir les bonnes grâces de l'Empire ottoman comme allié. Et quand la guerre donc commence, il faut parler de ce fameux épisode de la Marne. Guillaume II attaque la France en pensant défaire très rapidement l'armée française, mais il se trouve face à une résistance dans cette fameuse bataille de la Marne qui fait que l'armée allemande est stoppée. Et donc il demande à son allié ottoman de déclencher un autre front par tous les moyens, de façon à ce que des troupes soient déchargées, des troupes anglaises et françaises et russes, quittent les fronts pour lui faciliter l'entrée en France. Et quelles sont les possibilités d'autres fronts? Le canal de Suez, qui est stratégique pour les Anglais, parce que c'est là qu'arrivent toutes les contingents, les armes, etc., enfin, l'approvisionnement de l'armée anglaise. Ensuite, bien sûr, il y a l'Autriche qui est aussi en grande difficulté en Galicie face à l'armée russe qui est venue en secours de la Serbie. Et puis, en troisième lieu, il y a le Caucase où là aussi on est face à l'armée russe. Mais donc l'armée, le canal de Suez est tellement bien gardé par les Anglais que les Ottomans et les Allemands savent qu'ils n'arriveront jamais à les déloger du canal de Suez. En Galicie, il va se passer quelque chose, et il y a la troisième option, c'est le Caucase. Et là, Invert demande à Liman von Sanders, qui est le généralissime qui dirige de fait l'armée ottomane, à l'aide des officiers allemands, mais il n'y a pas de soldats allemands. Il y a 6000 Allemands qui aident l'armée ottomane sur le plan logistique, et conseil, état-major, etc. Mais il n'y a pas de soldats pour aller combattre. Ça viendra plus tard. Et donc, Liman von Sanders,
qui est un vrai général, mais qui n'a pas de sens civique, social. Oui. Il ne sait pas se mettre les gens... Il n'est pas très diplomate. Il n'est pas du tout diplomate. Et il a même un comportement enfantin, parce que les autres ambassadeurs racontent comment il pouvait quitter une salle parce qu'il n'est pas mis à l'honneur, à la bonne place, à côté d'un tel, etc. Voilà. Et ce qui fait que, et c'est très important, il est petit à petit mis à l'écart parce qu'il est en conflit avec l'ambassadeur et on met en avant un certain Bronsart. C'est ça, il est en conflit ouvert total avec Enver qui ne veut plus lui parler. Ils sont sur le même palier au ministère de la guerre, mais Enver qui est beaucoup plus jeune, Enver a 35 ans, Liman von Sanders a 55 ans, une expérience militaire déjà bien consommée. Et Liman von Sanders considère Enver comme un dilettante, comme un général d'opérette. Et bien sûr que Enver, tellement orgueilleux, tellement imbu de lui-même, ne peut pas accepter ça. Donc, il n'y a plus aucune communication entre eux. Alors, mais comme il est le généralissime, Enver charge Liman d'aller se battre dans le Caucase avec la 3e armée ottomane. Et Liman dit non, je n'irai pas parce que les soldats ne sont pas habitués à se battre au front. On est en décembre 1914. Et sachant que l'Empire ottoman est rentré en guerre fin octobre, c'est-à-dire 4 mois après l'entrée en guerre des autres puissances belligérantes. Donc, Liman dit, il n'y a pas d'équipement pour aller se battre au froid. Les soldats n'ont pas l'habitude. Donc c'est un échec assuré. Moi, je ne prends pas le commandement d'une armée pour aller me battre dans le Caucase. Et c'est là que Enver, qui a aussi cette grande idée pan-turquiste, parce qu'il se dit je veux absolument aller dans ce Caucase pour faire la liaison avec les autres peuples de l'Asie centrale. C'est son grand rêve. Il veut faire la grande union. Il dit, vous allez voir ce que vous allez voir, moi je prends la direction de l'armée. Et comme évidemment Liman se désiste, il prend le second, un autre général, Bronsart von Schellendorf. Bronsart qui est aussi un nom français, c'est aussi un descendant du Huguenot français. Et Bronsart, lui, qui est totalement dévoué, qui est quelqu'un, comme on dit, de très servile, et qui est corps et âme dévoué à Enver, puisque c'est... Mais vous dites servile, mais en même temps, les Allemands, ce groupe d'Allemands avait des intentions politiques, stratégiques très claires. Ils étaient au service de Guillaume II. Ils avaient tous cette idéologie de mise en avant, de mise en valeur de la présence allemande dans cette partie du monde. Donc, il y avait une ambition politique. Et il servait cette ambition politique avant tout, avant de servir un Enver ou un autre. Absolument. Donc Bronsart est un Prussien, comme dit Jürgen Gottschilich, un Prussien comme on se l'imagine. C'est-à-dire martial, sans aucun sentiment, froid. Alors justement, il y a des personnages. On a parlé de l'ambassadeur Wargenheim. Il y a Hans Humann qui est un personnage clé dans le système de la mise en application du génocide, en tout cas de la contribution à la planification et à l'exécution du génocide. Je ne parle pas que du fait d'être resté silencieux face aux camps, face aux exterminations, mais aussi justement, le livre de Jürgen Gottschilich parle de cela, c'est-à-dire une contribution, une co-responsabilité. Et Hans Humann, qui est né à Smyrne, dont le père était un archéologue, plutôt un ingénieur qui est devenu archéologue et qui a fait des découvertes très intéressantes dans l'Empire ottoman à l'époque, eh bien, il est turcophile aussi quelque part. Il est plus turc que les Turcs. Morgenthau, l'ambassadeur américain, décrit Hans Humann, le fils de Karl, comme quelqu'un de plus turc que les Turcs. Il a, dans son enfance à Smyrne, il a voué une haine aux Grecs et aux Arméniens qui a forcé peut-être probablement une raison
une raison, et il a perdu en jouant aux billes contre des Arméniens parce ou des qu'il Grecs. est né à Smyrne, il y avait des Grecs et des Arméniens. Et des Arméniens, une très très grosse communauté grecque et arménienne. Et donc, et bien sûr que, pourquoi il a un rôle si important, Hans Schumann? Parce que son père a donné à l'Allemagne, à Guillaume II, le prestige qui lui manquait sur le plan culturel. Sur le plan culturel, son père, Karl Humann, a découvert le fameux hôtel de Pergame, qui est avec ses bas-reliefs absolument colossaux. Et les musées de l'Allemagne n'avaient pas d'éléments de l'Antiquité aussi importants que le British Museum ou le Louvre. Absolument. Et c'était une manière de Donc, valoriser l'Allemagne. Et de là, il arrive à faire transporter ces centaines de tonnes de pierres sculptées à Berlin. Et aujourd'hui, vous pouvez questionner n'importe quel Allemand, et j'en connais suffisamment en tant que germaniste. Pour eux, le clou des musées allemands, c'est le Pergamon Museum, dont j'avais jamais entendu parler jusqu'à il y a 2-3 ans. Et puis comme j'ai pas mal de relations en Allemagne, je dis j'étais jamais allé à Berlin, je connaissais l'Allemagne très bien, mais le hasard avait fait que j'avais pas mis les pieds à Berlin. Et quand j'ai questionné mes amis allemands en disant qu'est-ce qu'il faut voir à Berlin, unanimité, il faut que tu vois le Pergamon Museum. Et en effet, c'est un musée extrêmement important qui est le clou des possessions muséales allemandes. Donc, Karl Humann, qui découvre cet hôtel de Pergame, évidemment acquiert un prestige extraordinaire, non seulement en Allemagne, mais dans toute l'Europe. Parce que cette ville de Pergame et cet hôtel on savait son existence, mais il avait disparu sous les gravats, etc. Et lui, perspicace, le découvre. Et trouve un deal avec l'Empire ottoman que cela ne intéresse pas, c'est que du caillou. Il trouve un deal pour que ça se fasse régulièrement, pour que tout soit transporté en Allemagne. Alors, d'où l'importance de Hans Humann, parce que c'est le fils de Karl. Voilà. Et donc, de là, Hans Humann devient persona grata, y compris auprès de Guillaume II. Pour il avait un lien direct. Il y a un lien direct. Ils se reçoivent. Karl Humann et ses enfants, qui sont Maria et Hans, sont de toutes les réceptions impériales, etc. Et c'est ce qui fait que derrière Hans, qui est donc né en Turquie et qui est extrêmement turcophile, va avoir une influence absolument cruciale, parce que il est attaché de marine militaire, mais il ne veut pas aller faire le soldat, il veut pas être lieutenant de vaisseau, etc. Lui, il s'occupe que du renseignement. Il est responsable du renseignement allemand, donc du contre-espionnage en quelque sorte, pour tout ce qui est le Moyen-Orient. Et quand j'emploie le mot contre-espionnage, c'est pas innocent, c'est parce que ce livre se lit comme un roman d'espionnage, mais que tout est vrai. Effectivement, parce que même en diplomatie, même si on va pas dire que c'est un cours de diplomatie, comme je le disais tout à l'heure, mais ça donne l'importance de la vie diplomatique, du rôle des diplomates, non pas en tant que exécutants d'une politique étrangère d'un État, mais en tant que personnage déterminant Absolument. Et orientant cette politique. Et c'est ce que les Allemands, dans l'Empire ottoman, ont fait. Ils ont insufflé à l'empereur sa politique dans cette région. Voilà. Quand on imagine que le coup de bluff que Wangenheim, l'ambassadeur allemand, monte par rapport à l'ambassadeur américain Morgenthau, qui est pays neutre, les États-Unis ne vont rentrer en guerre qu'en 1917. Donc, mais dès la fin de 1914, au début de 1915, Wangenheim, qui sait la faiblesse de l'armée ottomane, et qui sait surtout les difficultés d'approvisionnement en obus, en armement, parce que
tout l'armement, toutes les munitions viennent d'Allemagne, parce qu'il n'y a pas d'usine capable de fabriquer les munitions dans l'Empire ottoman. Donc tout vient d'Allemagne. Mais pour que ça vienne d'Allemagne, il faut que ça traverse la Serbie et surtout la Bulgarie. Et les Bulgares, là, vont traîner les pieds, vont traîner les pieds jusqu'au dernier moment en disant nous sommes neutres, nous ne laissons rien passer. Et donc, quand la bataille des Dardanelles s'engage en mars 1915, donc première tentative franco-anglaise de percer les Dardanelles, échec, repoussé. Parce que les Allemands ont disposé des canons partout là où il fallait pour repousser une attaque. Et puis il y avait des mines de partout. Donc il y a des pertes énormes des navires français, des navires anglais. Mais Winston Churchill, qui est ministre de l'Amirauté, dit on va y arriver. Donc on connaît le lion. Hein, le lion veut en découdre. Et donc la première attaque échoue avec pas mal de pertes, mais on se reconstitue et on attaque une deuxième fois. Et là aussi, échec parce que les canons Krupp font leur travail. Et c'est là que Churchill dit on n'y arrive pas par voie marine, on va attaquer par la terre, dans la presqu'île de Gallipoli. Une seule chose parce que Churchill a entendu Morgenthau, Wangenheim a monté ce coup de bluff en faisant visiter les fortifications d'artillerie à Morgenthau. Et bien sûr, Morgenthau, qui a une sensibilité anglophile, envoie immédiatement un message à Churchill. Vous savez, les Dardanelles sont vraiment bien défendues, vous allez avoir beaucoup de mal. Il est neutre, mais il donne l'information. Et Churchill, donc, sous cette information, dit on va pas attaquer une troisième fois parce qu'on va encore subir des pertes, on attaque par la terre. La seule chose, évidemment, que personne ne savait, c'est que il y a plus de munitions. Si les la flotte anglaise et française attaque une troisième fois, il y a plus de munitions. Les Ottomans et les Allemands sont incapables de répondre. Et évidemment, vous imaginez la suite. La guerre s'arrêtait immédiatement parce que les Alliés rentraient dans les Dardanelles et conquéraient Constantinople, qui est à 60 km, du jour au lendemain. Et donc, je crois que c'est Sanders qui avait participé à la guerre de Gallipoli aux côtés de Kemal Pacha. Oui, bien sûr. Oui, bien donc, sûr. Mais c'est aussi un personnage qui, à certains moments, je dirais pas a défendu les Arméniens, mais a empêché certaines opérations de déportation. Alors, Liman von Sanders, évidemment, mis sur la touche, mais chaque fois qu'il a entendu parler de déportation, donc tout de suite à partir de début 1915, parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, donc c'est cette fameuse bataille de Sarikamish. Enver dit moi je veux en découdre avec les Russes. À la place de Sanders. À la place de Sanders, il part avec la 3e armée une catastrophe parce que 100 000 hommes, et sur les 100 000 hommes, il y en a plus de 90 000 qui meurent de froid et de faim. Mm-hmm. Ils ont même pas à se battre, les Russes n'ont même pas à se battre. À 2400 mètres d'altitude au mois de décembre. Donc au début, ça commence le 24 décembre, la bataille de Sarikamish. Enver envoie jusqu'au la moitié du mois de janvier. Même pas. Le 11 janvier, tout est fini. Mais le 6 et le 7 janvier, on voit que on ne peut pas se battre et les Russes n'ont rien à faire, ils attendent. Parce que ont l'habitude du froid, ils ont des bottes fourrées, ils n'ont pas des pieds gelés, ils ont toutes les bases. Et Enver, il revient en accusant les traîtres arméniens. Non, là, Enver, entre autres. Enver a un rôle qui est curieux, c'est qu'il reconnaît, et c'est dans les archives, il reconnaît que les soldats arméniens se sont très vaillamment battus. Mm-hmm. Il est d'ailleurs lui-même légèrement blessé, évacué sur le dos d'un soldat arménien
et il peut comme ça reprendre le bateau à Samsun pour rejoindre Constantinople. Mais il n'empêche qu'ils ont perdu la bataille. Et il rentre évidemment penaud à Constantinople, et personne ne dit rien pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, Bronsart, qui est évidemment chef d'état-major, finit par faire courir le bruit que, en fait, si on a perdu, c'est pas de notre faute, c'est parce qu'il y a des Arméniens qui nous ont tiré dans le dos pour aider l'armée russe. Alors justement, il y a tout un chapitre dans ce livre, Complicité de génocide, Voilà. sur cette légende. Alors, vous venez de dire c'est une invention peut-être allemande, mais c'est une légende ottomane du coup de poignard dans le dos. C'est ça. C'est-à-dire partout, les Arméniens ont trahi. À Zeytoun, C'est ça. ils ont été considérés comme les premiers traîtres. Même à l'époque, cet officier allemand qui a bombardé Urfa, les gens qui devaient se protéger en allant dans l'église, et pour aller dans l'église, il fallait faire le tour de l'église, et la cour de l'église était juste devant les canons allemands qui ont frappé durement, et dans leurs lettres, les officiers allemands, ils décrivent comment avec facilité on a anéanti cette population et on a donné une bonne leçon. Voilà. Et ces mêmes officiers voulaient arriver à Moussadar, et à Moussadar, les Arméniens avaient déjà l'évacuation avait eu lieu. Donc tout ça pour dire que les Allemands étaient presque partout dans ces opérations-là. Ils intervenaient, ils conseillaient, et le plus important, c'est de parler de ce mythe des Arméniens traîtres qui travaillent avec la Russie, d'où cette mission des jeunes Turcs au Congrès mondial en 1914 du Tashnak-Tutum pour dire il faut que vous travaillez avec nous, et que la partie arménienne dira ça peut pas être possible parce que on ne trahira pas l'Empire ottoman en tant qu'ottoman, mais on pourra pas aller. Donc tout ça mène à une décision probablement pour dire que finalement les Arméniens il faut s'en débarrasser. Voilà. Alors l'idée de déplacer les populations le long dans toutes les provinces qui jouxtent le Caucase, elle est très fortement influencée par Bronsart. De toute façon, le triumvirat... D'ailleurs, ils appellent ça des déplacements. Des déplacements. Voilà. Et donc, suite aux guerres balkaniques, le triumvirat, donc Jeune Turc, veut de toute façon nettoyer les provinces de l'Est, mais c'est la bataille de Sarikamish qui déclenche cette idée qu'il faut faire ça d'une manière très organisée. Et c'est Bronsart qui est le grand organisateur, le grand logisticien de ces déportations de population. À tel point que, et là c'est vraiment assez cocasse, que Talaat, qui comme on sait sera tué par Tellerian à Berlin en 1921, que Talaat, qui est pour se dédouaner, parce qu'il dit si jamais un jour je tombe entre les mains des Alliés, je vais être jugé, puisque ils sont déjà jugés à partir de 1919, mais lui, il a réussi à fuir, être exfiltré par l'armée allemande. Et justement, là, même dans ce livre, on parle de comment les Allemands ont continué à couvrir leurs alliés d'hier, c'est-à-dire de la guerre, Talaat et les autres, en les amenant à Berlin. Voilà. Et en leur donnant de la possibilité de vivre tranquillement dans la capitale allemande. Là, on est en plein... phénomène d'espionnage contre espionnage, mais qui sont sur des événements réels. Donc Talaat, qui a le temps entre 1919 et 1921 d'écrire ses mémoires, qui ne seront publiées qu'en 1946 en Turquie. C'est le livre bleu, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais Talaat charge Bronsart en disant c'est pas moi le grand exécuteur du génocide et des déportations, c'est Bronsart. Oui. Là, on est en plein délire, quoi. Hein. D'ailleurs, les amis des Turcs à Berlin, durant le procès de Tellerian, ils se disent mais comment se fait-il que vous n'interrogez pas ceux qui étaient en Allemagne à cette époque-là, et vous interrogez que des gens comme le pasteur Lepsius et d'autres. Sanders aussi, je crois. Sanders est interrogé au procès de Tellerian, oui. Et Sanders, donc, qui a dit
a dit les déportations sont une erreur parce qu'elles vont désorganiser tout le pays. Et donc, il ne faut pas faire de déportation. Et quand la déportation des Arméniens, qui se fait en très peu de temps, parce que ça commence en mars-avril à Zeytoun et à l'automne, déjà 1915, il y a déjà 800 000, 900 000 Arméniens qui ont déjà été massacrés. Et Bronsart dit maintenant il faut déporter les Grecs de Smyrne, parce que les Grecs de Smyrne sont en quantité très importante. Il y a 200 000 Grecs à Smyrne, c'est une ville grecque à l'origine. Oui. Et donc, et Liman s'y oppose bec et ongle en disant non, je n'ai pas de raison de déporter ces gens-là, parce qu'ils ne représentent aucun danger, et parce que ça désorganiserait totalement notre armée. Alors, vous avez évoqué Talat Pacha qui aurait endossé la responsabilité de l'organisation du génocide à Bronsart, mais donc Jürgen Gottschlich a trouvé des documents qui montrent, là il y a des preuves dans ce livre également, que Bronsart lui-même a écrit des télégrammes pour ordonner la déportation des Arméniens, à tel point qu'il a dit, et c'est véridique et c'est documenté, 10% seulement au maximum de la population pourrait rester arménienne. Donc là où il y a 50% d'Arméniens, il faut baisser le niveau à 10%. Et dans des villages, il faut garder 50 maisons arméniennes au plus, ça c'est le maximum par village, donc minorer l'importance démographique des Arméniens dans ces régions-là. Donc, comme quoi, la preuve allemande, elle est réelle. Absolument. Oui, et Wangenheim, qui a pris le mot déplacement pour argent comptant au départ, évidemment, au bout de quelques semaines, recevant les rapports des consuls allemands, les plus importants étant le consul d'Alep, qui s'appelle Walter Rössler, le consul de Mossoul qui s'appelle Holstein, et le consul de Erzurum, qui est un militaire qui s'appelle Scheubner-Richter, qui est un balte, et qui les trois s'opposent et disent mais pourquoi vous déplacez ces gens-là? Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus que des femmes et des enfants, ces gens-là ne représentent aucun danger militaire, et ils sont démunis et poursuivis et harcelés d'une manière tellement honteuse que nous ne pouvons pas accepter cela. Donc Wangenheim reçoit tous ces rapports sur les déportations qui sont absolument tragiques et il les envoie en Allemagne au chancelier Bethmann Hollweg et bien sûr au ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Yakov. Yakov, qui lui, évidemment, est très gêné par la tournure contre les événements, Wangenheim aussi, mais Wangenheim a pris les habitudes de l'Orient et il dit, on ne doit pas juger ces atrocités sous l'angle européen, il faut les voir sous l'angle oriental. C'est-à-dire que massacrer, découper, les gens en morceaux, etc., en Europe, évidemment, ça choque, mais là, on règle ses comptes à l'oriental. Voilà. Alors justement, vous avez évoqué les lamentations, enfin, ce que l'auteur nomme comme ou cite, en tout cas explique comme étant des lamentations de Wangenheim, l'ambassadeur suite à ces témoignages de ces hommes à travers l'Empire ottoman et au point où il commence à se poser des questions. Voilà, donc il est extrêmement quand même choqué, il voit tout de suite qu'en fait les déportations ne sont pas des déportations mais sont une élimination, une extermination de la population arménienne. Mais malgré tout, il dit c'est dur mais c'est utile. Non, ça c'est pas lui qui le dit, c'est Human. Human, parce qu'il reçoit un télégramme justement du consul de Mossoul qui voit flotter les corps sur l'Euphrate en quantité que bientôt les corps vont boucher le fleuve, tellement c'est absolument énorme. Et il envoie un télégramme à Wangenheim. Wangenheim le montre à Human et Human la note d'une belle écriture germanique comme vous pouvez la lire, bien horizontale, bien
presque gothique. Et Humann annote en disant « Oui, c'est dur, mais c'est utile, parce que nous avons besoin des Turcs comme alliés. » Alors justement, il est très intéressant de voir ou de découvrir ces lettres personnelles envoyées ou bien à ses supérieurs à Berlin ou à travers l'Empire ottoman, ou bien à des amis, ou bien souvent aussi à des gens de la famille, pour expliquer ce qui se passe dans cet Empire ottoman, un peu avec fierté, même quand on parle de massacre, de nettoyage, on fait notre devoir. C'est pour la gloire de l'Allemagne, finalement. Ah oui, les lettres les plus cyniques sont celles de celui qui a bombardé Zeytoun et ensuite Urfa, qui est donc le comte Wolfskehl von Reichenberg. Lui, alors, envoie des lettres à sa femme et à son père, qui sont d'un cynisme absolument inimaginable. En disant, ben là, à Zeytoun, on y est allé avec les 4000 hommes et puis toute l'artillerie, et on a délogé les 150 ou 200 Arméniens qui résistaient dans un ancien couvent. Et puis ensuite, évidemment, ils ont déporté la totalité de la population. Et puis ils vont au Moussadar, et là, au Moussadar, eh bien, la population qui s'est réfugiée sur la montagne de Moïse est à bout de souffle. Ça fait non pas 40 jours, comme l'a écrit Franz Werfel, mais 53 jours qu'ils résistent. Il n'y a plus grand-chose à manger. Et puis on commence à manquer. Et là, un drapeau blanc avec la Croix-Rouge dessinée dessus, est aperçu par un officier de la marine française. Et c'est comme ça que les 3 bateaux de la marine française recueillent les 4000 réfugiés du Moussadar. Et là, Wolfskehl est furieux parce que il arrive trop tard. Et quand il arrive, eh bien, la marine française lui tire dessus. Et ça, il dit, on peut pas, vous comprenez, on peut pas s'approcher du Moussadar, parce que la marine française nous tire dessus. Donc, ils nous ont échappé. Eh ben, qu'ils aillent au diable. Oui. Qu'ils aillent au diable. Encore une fois, il voulait donner une leçon. Oui, il voulait donner une leçon, voilà. Alors justement, parmi les Allemands, même dans l'armée Kress, il y avait un certain Kress von Kressenstein. Oui, qui, lui, n'avait pas la même vision dure, sévère, répressive à l'égard des Arméniens. Eh bien, ce qu'il réprouve, Kress von Kressenstein, c'est qu'il est chef d'état-major de Cemal, c'est-à-dire la 4e armée turque, à Damas. Et Kress von Kressenstein, qui a une certaine éthique d'officier, quand il voit que les officiers allemands mettent parfois eux-mêmes la main à la pâte pour tuer, et que surtout ils s'en vantent, encore qu'ils tuent et que personne ne le sache, ça passe inaperçu, mais quand des gens comme Wolfskehl ou d'autres, je ne me rappelle plus tous les noms, mais se vantent d'avoir réduit à néant tel ou tel combattant ou résistant arménien qui se bat avec les pauvres fusils qu'ils ont. Là, Kress von Kressenstein est révolté en disant « ce n'est pas notre rôle, nous, Allemands. Nous, nous sommes là en appui logistique, en conseil militaire, chef d'état-major et tout ça. Et donc, ce n'est pas bien de faire ça, nous, en tant qu'Allemands. » Alors justement, quand on évoque les quelques exemples rares d'Allemands qui, pour des raisons diverses, stratégiques, parfois non seulement humaines ou humanitaires, défendent les Arméniens ou, comme Sanders, se mettent à l'encontre de la politique de déportation parce que ça n'aboutit à rien et ça n'a pas d'intérêt stratégique, ça veut dire que tous les autres, ils étaient pris dans cette entreprise génocidaire. Ah oui. Quand on parle de ces rares personnes, c'est que tout le monde était dans l'autre camp. C'est ça. Le nombre de personnes qui se sont indignées du rôle de l'Allemagne existe, mais il est en infériorité par rapport. Alors, parmi eux, justement, le fameux Johannes Lepsius, un certain Paul Rohrbach, et puis Lepsius, il va voir même Talat, il s'entretient pendant une heure. Enver. Je crois même Talat, selon. Peut-être aussi Talat. Oui. Donc, non, Enver, vous avez raison, pardon.
autant pour Oui, moi. il Donc aura- pendant 1 heure, il essaye de libérer certains prisonniers arméniens, enfin aider les Arméniens, stopper tout cela, Voilà. mais finalement il comprend qu'il n'y arrivera pas. Voilà. C'est un patriote, il aime sa patrie, Oui. mais en même temps, il commence à dévoiler la réalité du terrain, Oui. parce que les Américains ont beaucoup d'informations à travers les consulats, C'est ça. à travers l'Empire ottoman, mais côté allemand, c'est le silence total. Et Lepsius commence à fournir des informations aux médias allemands pour parler du génocide ça. ou des massacres en tout cas, Voilà. parce que la presse allemande était à la botte Ah du oui, pouvoir elle est muette, allemand. oui, bien Voilà, sûr. tout à fait. Donc Elle est c'est quand muette. même courageux. Mais là, c'est pas l'armée allemande, c'est un pasteur. Hein, et C'est un pasteur. Et ça s'explique. Qui a écrit dans les années après les massacres de 1895-96, qui a écrit un livre qui s'appelle Les Arméniens et l'Europe, et qui a créé la mission allemande du Moyen-Orient, qui a créé beaucoup d'écoles, de dispensaires, etc., pour venir en aide à tous les orphelins qui sont résultés des 300 000 Arméniens massacrés pendant ce qu'on a appelé les massacres hamidiens, en 1895-1896. Et donc de là, il est très sensibilisé. Et comme il est chrétien, il se dit, les Arméniens étant chrétiens, eh ben on va en faire de bons protestants. Ils sont déjà évangélisés, mais on va en faire de bons protestants parce que ça va nous faire un appui économique dans le Moyen-Orient en tant que chrétien. Et quand après son rendez-vous avec un vers qui est totalement infructueux, il rentre en Allemagne et il écrit un nouveau livre, enfin un nouveau recueil pour sensibiliser l'opinion allemande. Mais là, évidemment, son livre est censuré. Il est présenté au Reichstag, c'est-à-dire aux députés allemands. Et là, il s'ensuit une échauffourée où on l'empêche de parler, etc. Et après, on l'interdit. Il réussit à faire imprimer son livre. Personne ne veut imprimer son livre. Il réussit par je ne sais quelle manœuvre à faire imprimer son livre à 20 000 exemplaires. Mais on l'interdit la diffusion. Et donc là, il se sent un peu en délicatesse avec le pouvoir, donc il s'enfuit en Hollande pour se cacher. Alors, pour résumer, comment peut-on en quelques mots, en quelques phrases, résumer cette collaboration, cette implication, cette complicité, pour reprendre le titre de Jürgen Gottschild, cette implication, cette complicité de l'Allemagne dans le génocide arménien. Pour résumer, quelles sont les étapes clés ? Eh bien, les étapes clés, c'est l'aide de la réforme de l'armée ottomane par les Allemands. Ça n'expliquera rien pour l'instant. Rien. Ensuite, donc, la perte des Balkans, les guerres balkaniques en 1913 qui font... C'est pas de la faute des Allemands. Non, non, moi je vous pose la question sur par rapport à l'Allemagne. L'Allemagne a été complice de génocide. Eh bien, c'est par la volonté d'avoir ce qui est appelé une place au soleil, c'est-à-dire d'avoir une place avoir une influence internationale sur des territoires hors d'Allemagne, qui ont une importance pour concurrencer l'Angleterre, puissance coloniale, et la France, puissance coloniale. Donc, et en cela, l'Allemagne a aidé à l'organisation et la mise en place de cette entreprise génocidaire. C'était le grand objectif de Guillaume II, et c'est pour ça que les Arméniens étant un obstacle sur cette voie, que les Arméniens ont été sacrifiés pour ce rêve, justement. Exactement. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des officiers allemands de l'époque qui plus tard sont devenus les proches collaborateurs d'Hitler, de l'Allemagne nazie. Absolument. Et justement, quand on parle de la Shoah, du rôle des nazis, de leur politique d'extermination, on comprend, en tout cas nous, Arméniens, que il y a eu une sorte d'un stage qui a été effectué en 1915. Un grand galop d'essai, oui, on peut appeler ça. Et c'est les mêmes qui ont pu faire mieux, peut-être, ou autrement, c'est-à-dire en plus grande masse, voilà. Et dans des conditions différentes, certes. Parce que
Jürgen Gottschild fait le parallèle justement entre le génocide des Arméniens et la Shoah. Entre justement le convoiement des déportés par le train, cette fameuse ligne de train Berlin-Bagdad. Bronsart veut absolument, pour accélérer la déportation, que la ligne Berlin-Bagdad, qui à ce moment-là est en construction en Cilicie, dans les montagnes du Taurus et de la Manus, dans le percement des fameux tunnels, là. Et donc, et les officiers allemands disent non, on ne veut pas utiliser le train pour transporter les déportés, on doit l'utiliser pour transporter nos soldats et notre matériel. Et Bronsart, donc, appuie un membre de la Deutsche Bahn, donc la SNCF allemande, si on peut dire, qui s'appelle Bottrich et qui veut absolument que les déportations se fassent par train pour aller plus vite. Et on a une sorte de... Et M. Gottschild fait le parallèle entre justement les déportations utilisant la voie ferrée déjà pour les Arméniens en 1915-16 et les déportations des Juifs vers les camps d'extermination à partir de 1943-44. Alors, Jürgen Gottschild termine ce livre en évoquant ce retour, ce regret allemand vis-à-vis de cette partie de l'histoire. La société civile allemande commence à prendre connaissance de cette histoire. D'ailleurs, le fait que ce livre soit paru en allemand d'abord en 2015, probablement, je dis bien probablement, a contribué à ce vote en quelques mois plus tard, parce que le livre est sorti en février, le vote a eu lieu le 2 juin. Le livre est sorti en février 2015. Et le vote était en 2016. Il devait passer un an après. Oui, mais il devait passer en 2015 voilà. Et qui n'est pas passé, et que le président du Bundestag avait fait des déclarations fracassantes, très fortes à l'égard de l'histoire du génocide et de la responsabilité même de l'Allemagne déjà en 2015. Probablement, je dis, ce livre a contribué à faire comprendre un peu le rôle de l'Allemagne, et il parle également à la fin de ce livre de la revanche arménienne, c'est-à-dire cette revendication de la jeunesse qui, à travers un combat armé dans les années 70-80, a permis une sorte d'une manière ou d'une autre, de faire parler du génocide arménien. Il évoque l'Azala, il évoque 36 diplomates turcs furent ainsi tués lors des attentats de l'Azala, en oubliant que la plupart des diplomates tués à cette époque-là, ils ont été ciblés par les commandos justiciers du génocide arménien et non pas par l'Azala comme c'est communément connu, parce que, à ma connaissance... En fait, ce qui a déclenché, c'est très bien dit dans le livre, c'est en 1973, un rescapé qui avait déjà 75 ans, aux États-Unis, et qui, avant de mourir, a dit il faut que je fasse quelque chose pour exorciser le drame que j'ai vécu par rapport à mes Kulken parents. Yannikian. Voilà, c'est ça. Et donc, qui tue le consul de Turquie à Los Angeles. En 1973. Mais l'Azala ne naît que 2 ans après. Est né 2 ans après. Non, moi, ma remarque, elle est toute simple, c'est que la plupart, beaucoup d'Arméniens également pensent que les attentats les plus ciblés contre les diplomates ont été exécutés par l'Azala, ce qui est assez faux. Même si l'Azala a commis quelques attentats contre les diplomates, mais les vrais attentats contre les diplomates ont été exécutés par les commandos et justiciers du génocide arménien, et cette information est importante à être transmise pour apporter cet éclaircissement sur ce point-là. En effet, donc ça a commencé avec Talaat et plusieurs autres, à Berlin même, déjà en 1921. Avec l'opération Nemesis. Djemal... ça s'est passé au Kazakhstan. Oui. Mais c'était pas par les militants Tachnak, c'était pas les justiciers, c'était l'armée rouge, mais des Arméniens dans l'armée rouge qui ont pu prendre leur revanche. Et la même chose
en Afghanistan pour Enver. Enver à Tiflis. Non, Enver c'était en Afghanistan. Oui, en Afghanistan et Djemal à Tiflis Voilà, en Géorgie. Et puis les autres, Beaïdine Shakir en Allemagne, Halim Pacha en Italie, enfin avec Arshavir Chirakian. Donc la liste elle est longue. Merci Georges Barler pour la traduction d'abord. Et je dois dire que le livre il est vraiment très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Nous qui savons l'histoire du génocide, nous qui savons comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, on comprend avec ce livre-là comment ça a été cuisiné, ce projet d'extermination. Et vous ne parlez, enfin l'auteur, Jürgen Gottschlich, ne parle pas beaucoup du rôle du triumvirat parce que c'est pas le sujet du livre. Et on voit ce qui se passe autour, comment la diplomatie allemande a pu manigancer pour pouvoir arriver à ce résultat et pousser la Turquie ou l'Empire ottoman dans la guerre d'abord et à partir de là dans la mise en place de ce projet génocidaire. Alors il faut peut-être préciser aux auditeurs que le livre est disponible dans toutes les librairies. Oui. Et qu'il est également disponible sur le site de l'éditeur BKF qui s'intitule www.bkf-line.fr. Je répète, www.bkf-line.fr. line.fr. Merci encore Georges Barler et voilà, vous l'avez dit sur comment trouver ce livre Complicité de génocide de Jürgen Gottschlich. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.